Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de votre attention. Ce dont on parle, c'est votre émission. Nous revenons aujourd'hui à la charge pour que nous vous parlions de ce qui se passe dans notre pays et pourquoi pas réfléchir ensemble. Nous ne cesserons de le dire que ce plateau est réservé pour des savants, des gens qui amènent des nouvelles idées pour reconstruire cette nation. Les gens qui viennent critiquer objectivement, loin de nous, des injures. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions encore une fois de toutes vos réactions. Aujourd'hui, je ne reçois pas les mêmes invités, sinon on allait leur poser la question sur ce que vous avez pensé de leur position de la fois passée. Mais aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que je vais recevoir Maître Pépin Guillaume Mandiolo, que vous connaissez très bien. Avec lui, on va parler de l'actualité, mais également de ce livre combien intéressant. Je le suivais de loin avec, comme vous, sûrement, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Dialogue et ajustement raisonnable. C'est le livre qu'il met à la place publique. Sûrement, on trouvera après le baptême de cet ouvrage, on le trouvera partout dans les librairies et tant d'autres endroits où les intellectuels sont censés fréquenter pour enrichir et meubler leurs intelligences. Maître Guillaume, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être le nôtre sur ce plateau. Merci à vous. Avec vous, nous allons commencer par l'actualité. L'actualité oblige. Le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, est à sa 5e mission officielle. Là, il vient de Windhoek, en Namibie. Et nous prenons ce point, c'est pour lire un peu son discours, sinon l'examiner. Et il a parlé de la sortie imminente des prisonniers politiques, parce qu'avant son départ, il faut qu'on puisse le reconnaître, il y a un public qui déjà le refusait en ce sens-là, qu'il fut un opposant, il était opposant avant d'accéder au pouvoir, et pendant cette période-là, il y a eu des opposants qui ont été arrêtés, prisonniers politiques. Il arrive au pouvoir, rien ne fait jusque-là. Mais du moins, il a donné les réponses, bien que ce ne soit pas sur le territoire national. Votre réaction? Merci à vous. Vous nous suivez en direct de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC en sigle. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de ce beau pays, le grand de l'Afrique, au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo, un pays qui regorge toutes sortes de ressources humaines, financières, matérielles et tant d'autres. Merci Madame la Dame et Messieurs. C'est ce dont on parle, votre émission qui vous permet d'analyser et d'observer. Et que nous lançons toutes les invitations à quiconque qui a une nouveauté, une idée nouvelle pour permettre le développement de cet État, à nous rejoindre pour qu'ensemble nous analysons sur ce plateau et ainsi permettre aux autorités de montrer ce qui pourrait être intéressant pour leur gestion de la recette publique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Guillaume Mandiolo, Pépin aussi, c'est ça? Pépin exact. Mandiolo. Exact. Il est avocat, penseur, essayiste, il est un peu tout et intellectuel de grande envergure. C'est ce que vous allez devoir observer sur le plateau. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Apo. Merci d'être le nôtre. Merci à vous. Avec vous, nous allons aborder l'actualité parce que l'actualité oblige, mais également parler de cet intéressant ouvrage que vous venez de mettre sur le marché des élites. Moi, j'appelle ça comme ça. Et le livre est ainsi intitulé « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable ». Vous allez le découvrir tantôt. Et en passant, on ne sait plus répondre à vos réactions. Nous vous en remercions tout de même, étant donné que nous prenons pour la première fois Maître Mandiolo. C'est les interventions qu'il va devoir avancer ici, son intervention, voulais-je dire. Les réactions pourraient être traitées et répondues prochainement.
Alors, comme ceux-là ne sont pas là avec nous sur le plateau, nous gardons toutes vos réactions. Dès qu'ils reviendront sur le plateau, nous allons leur poser toutes ces questions. Alors, maître, nous commençons par la présidence de la République. Là, on fait allusion déjà à cette grande institution que le président de la République, qui aujourd'hui est à sa 5e mission officielle. Ma première question que j'aimerais vous poser, comment pouvez-vous commenter la tournée du chef de l'État en Angola, Congo-Brazzaville et un pays de l'Ouest, Kenya? Nous connaissons votre dimension de traiter les affaires diplomatiques. Vous en avez l'expertise. Qu'est-ce que le public peut retenir rapidement pour ça? Non, sur la sortie du nouveau chef de l'État pour faire sa tournée, comme vous avez dit, il est vrai que à la prise de ses fonctions, il a eu une discussion assez approfondie avec son prédécesseur. Lorsqu'on doit passer le bâton, on explique un certain nombre des sujets au niveau notamment de la région, parce que la diplomatie est capitale dans ce secteur-là. Étant les premiers diplomates, il doit se mettre déjà au pas et commencer à travailler dans ce secteur-là. Donc il y a des pays clés en relation avec notre situation politique interne et la relation avec les autres autour de nous, et sont notamment l'Angola, avec le pays avec lequel on partage une participation dans plusieurs CER. Nous sommes ensemble avec l'Angola dans la SADC, nous sommes ensemble avec l'Angola dans la CEAC, nous sommes ensemble avec l'Angola aussi dans une autre structure particulière des gestions de conflits, c'est-à-dire ici la CIRGL. Nous sommes avec l'Angola aussi au niveau des golfes de Guinée par rapport au pétrole. Bon, bref, il y a comme ça un certain nombre de structures dans lesquelles on se trouve avec l'Angola. Oui. Et par conséquent, il me semble que l'Angola était quand même un pays qui nécessitait d'être visité pour discuter, voir un peu quelles sont les lignes que propose aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à sa politique des affaires étrangères au niveau régional et tout ça, et puis pour les rayonnements de la RDC et de l'espace dans lequel nous évoluons. Bon voilà, c'est un peu ça. Bon, maintenant, au-delà de ça, il y a aussi des discours extérieurs. Qu'il faut épingler au-delà d'avoir fait ça. Et puis c'est aussi la confirmation, permettez de revenir un peu en arrière, la confirmation du fait que les pays comme l'Angola, qui à un moment donné étaient liés au Rwanda, qui ne voulaient pas suivre la position prise par la politique interne de la RDC, en s'associant notamment avec la France et tout ça, a compris que bon, il fallait revenir sur ces pas et considérer que les mécanismes régionaux prévalaient par rapport aux sentiments individuels, des pays individuels. Et par conséquent, c'est une très bonne chose qu'ils aient reconnu qu'effectivement, il y avait un chef de l'État qui avait été élu et consacré en tant que tel par les institutions de la République, et que par conséquent, il devait les recevoir à ces titres-là. Donc c'est fait, et c'est très bien. Et puis pour la région, on a eu aussi la sortie à l'Union africaine qui a démontré qu'effectivement, dont tout le monde a acté, il a été bien accueilli par rapport à ça. On a désigné même deuxième vice-président en charge de l'Afrique centrale. Tout à fait, parce que c'est un mécanisme, en fait, un roulement naturel et tout ça, c'est une rotation. Et c'était les tours de la RDC déjà en 2013-2014, mais malheureusement, comme on était dans un processus particulier en RDC, les chefs de l'État de l'époque, c'est-à-dire Joseph Kabila Kabange, a dit que non, ça serait un peu difficile d'être à la fois juge et parti, parce qu'il y avait des activités auxquelles on faisait face dans la partie Est, et qu'il était appelé à pouvoir trancher sur ces activités-là. Être juge et parti, ce n'est pas possible. Donc, il avait dit non. Ça n'est pas un privilège d'être dans le bureau de l'Union africaine et avoir la capacité de résoudre des problèmes internes ou les conflits entre les États? Lorsqu'on établit l'agenda de la communauté et qu'on dit qu'à cet agenda, il y a les affaires de la RDC et que vous êtes parti du bureau, ça pose un problème. Donc, la diplomatie, la politique ne donne pas cette option-là. Maintenant, on a terminé ce processus par rapport à la partie Est et par conséquent, c'est naturel qu'on puisse reprendre notre poste est tout à fait légitime. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas dire que bon, c'est nouveau. On aurait pu l'occuper depuis très longtemps. Maintenant, dans vos questions, il y avait peut-être l'histoire du discours qui s'est passé. Oui, le discours que le chef de l'État venait de prononcer à Namibie, n'est-ce pas? Il a fait allusion à la sortie imminente de prisonniers politiques. J'ai avancé pour dire que bien avant son déplacement, il y a des critiques en ce sens-là, dit qu'il était opposant, et il a vu qu'il y avait certains hommes politiques qui étaient arrêtés, des prisonniers politiques. Il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il attend pour faire sortir les autres? Mais je pense qu'il faut relativiser les choses. Il n'est plus opposant.
il est président de la République. Quand il était, Oui, mais il a non. observé ça. Oui, mais les réflexes aujourd'hui, c'est les réflexes de la gestion du pays, pas les réflexes de répondre à un cahier de charge de l'opposition. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on est chef de l'État, on a la considération de toute la République, il est chef de l'État de la République. Il n'est pas chef de l'État pour répondre à un cahier de charge, à un menu qui lui serait égrené par une partie de l'opposition. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas un chef de l'État, ça, c'est un chef des bandes. Il n'est pas chef de bande, il est chef de l'État. On doit les respecter et considérer que c'est ça. Alors, en tant que chef de l'État, il est appelé à un certain nombre d'obligations, notamment ce qu'il appelle sans cesse, c'est que son origine relate ou nous lance à la figure sans cesse l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des règles. Ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas la volonté individuelle, ce n'est pas les sentiments, c'est les textes. Mais que disent les textes? C'est ce qu'il faut aller voir exactement. Donc, pour, d'une manière tout à fait rapide, analyser d'un point ici et là les discours de Namibie, on peut retenir 2-3 éléments. Premier élément, c'est qu'il innove. Il innove, il me semble être peut-être le seul dans les systèmes comme les nôtres à pouvoir parler de la politique interne à l'extérieur. C'est une innovation. Habituellement, ce type de situation, on est appelé à pouvoir en parler à l'interne. Et peut-être répondre à une question d'un journaliste. Quand vous posez une question, quand les journalistes posent la question à un président français qui ont le même système que le nôtre, ils vous diront que la diplomatie et la façon de faire exigent que ces choses-là, on en parle à l'interne. Est-ce qu'il y a un péché pour ça? Non, c'est un style, c'est une façon de faire les choses. Et c'est-à-dire qu'il y a des précautions à prendre pour les affaires internes. On ne les expose pas à l'extérieur. Bon, maintenant, c'est son style à lui, il estime qu'il peut faire ça comme ça. Bon, moi, je respecte, avec tous les respects que je dois à l'autorité qui est la sienne. Donc, c'est tout à fait normal, il peut le dire. Mais en même temps, je rappelle simplement des éléments protocolaires et éventuellement des principes qui gouvernent la diplomatie à l'extérieur. Lorsqu'on est à l'extérieur en tant que chef de l'État, chef des armées et premier diplomate. Voilà. Maintenant, l'état de droit. On a parlé des libérations. Les prisonniers politiques. Mais oui, on a la séparation de pouvoir. Il appartient au chef de l'État, bien entendu, de pouvoir vérifier effectivement pourquoi les gens sont arrêtés. Pourquoi les gens sont arrêtés? Qu'on vérifie dossier par dossier pour évaluer si effectivement ces arrestations sont les types ou de nature politique ou c'est du droit commun, tout simplement. Ce sont des choses à évaluer. Mais là aussi, il y a une question à laquelle personne ne s'intéresse ou ne se pose. Quid des victimes dans tout ce qui se passe là? On a parlé de jeunes filles qui avaient été violées dans une affaire. Donc l'homme politique serait absous au motif qu'il est homme politique, qu'il aurait, une évaluation particulière, un régime particulier, parce qu'il est politique, et que sous la coupole de la politique, on peut se permettre de violer des enfants d'autrui. On statue, on constate, et en flagrance par ailleurs, tout ça, et on dit non, parce qu'il est politique, c'est une activité politique, il a été piégé politiquement. Ça pose un problème. Ce n'est pas crédible. Je pense qu'on doit sortir de là et évaluer les choses autrement. Ça, c'est un élément. Lorsqu'on parle d'une histoire d'une parcelle, d'une maison au niveau du Katanga qui concerne un autre politique. Et les autres sont de commenter. Oui, pour écarter du jeu politique mais certains attendez. hommes politiques. Ce monsieur-là est sorti du pays comment? Il a demandé l'autorisation pour partir. Il était malade? N'est-ce pas? Oui. Il a demandé l'autorisation pour partir. Il avait un délai précis pour partir et revenir. Il n'est jamais revenu. Il est parti faire la politique à l'extérieur. Ce n'est pas la même chose. Et par conséquent, il me semble que nous devons nous réserver, nous retenir à pouvoir donner des leçons lorsque nous-mêmes ne sommes pas dans le respect des règles. Alors, il s'agit ici, et je rappelle, l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas la satisfaction des sentiments, et plutôt la mise en exergue de toutes les passions tristes qu'on appelle les ressentiments et la haine de celui qui a dirigé avant, et par conséquent, on prend sa revanche. Ce n'est pas ça l'état des droits. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle la passion triste, selon Spinoza. Et c'est ce qu'on a. C'est-à-dire, s'il va dans cette direction-là, il sera en train d'exécuter effectivement ce qu'on appelle la passion triste. Malheureusement, ça ne sera pas l'état des droits, ça sera autre chose. Donc les règles doivent être respectées par tous, et lui doit nous guider pour qu'on puisse respecter les règles, parce qu'il est les tenants, en fait, ou les régulateurs des institutions de la République. Et à ce titre, il doit nous appeler à plus de modération, plus d'observance des règles. Ok. On continue toujours avec la présidence. L'opinion, le commun des mortels se pose sur cette question-là.
qu'est-ce qu'on attend pour que le gouvernement soit mis en place et que bien avant, préalablement, il doit y avoir, n'est-ce pas, le formateur, Premier ministre ou un informateur. La question que je voulais vous poser, c'est celle d'expliquer à l'opinion aujourd'hui qui nous suit, est-ce qu'il y a nécessité d'un formateur ou nécessité d'un formateur? Et vous allez me parler quand même de l'effectivité de la majorité aujourd'hui. Hein? Tout à fait. Merci infiniment parce que c'est une question majeure et qui est d'actualité. Hein? Il faut être dans l'actualité. J'entends beaucoup de choses, mais sauf la science pure et les droits purs. Qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à cette fameuse majorité? L'article 78 est clair. Ne parle ni des partis politiques, ni des regroupements, ni des plateformes, parle simplement du mot majorité. Et en l'espèce ici, il s'avère qu'avant d'aller aux élections, on avait identifié un groupe qui s'appelait FCC, où on a signé pour partir, et d'ailleurs, beaucoup ont été subventionnés sur ces fondements-là. Ils sont partis pour les élections. Au sortir des élections, chacun amène ce qu'il peut amener. Et on constate qu'effectivement, l'ensemble des membres du FCC, de cette plateforme électorale, a ramené plus de 330 députés nationaux. Base produisant les gouvernements. Jusque-là, on est d'accord, me semble-t-il. Très bien. Partant de là, il y a la question de l'identification de la majorité. Au Parlement. Tout à fait. Mais c'est plutôt, la configuration réelle, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement en général, tout à fait, mais oui, l'Assemblée nationale. Oui. Ici, il s'avère qu'il y a eu quand même une petite discussion après la proclamation entre les CACH et les FCC. Discussion de laquelle il découle une fameuse idée de la coalition. S'il y a coalition, ça veut dire que celui qui a eu la présidence n'a pas la majorité. Il est conscient qu'il n'a pas la majorité. La majorité est ailleurs. Sinon, il a la majorité présidentielle. Puisqu'il n'y a pas de majorité présidentielle, il y a la majorité parlementaire qui est détenue par d'autres personnes. Il l'a reconnue en proposant ou en acceptant dans les discussions la coalition. Je ne voudrais pas entrer dans le secret de Polichinelle, mais je voudrais tout de même, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait un informateur qui constaterait évidemment à l'Assemblée nationale que réellement les FCC a une majorité? Oui. Il faut respecter aussi le droit. Tout à fait, j'en viens. Vous avez dans l'article 78 à son premier alinéa qu'il faut d'abord vider. Si on les vide et qu'il n'est pas opérationnel, on passe au deuxième alinéa. Okay. Donc, l'article 78, il faut faire lecture pour que les gens puissent suivre de manière tout à fait réelle, que ça ne puisse pas être une interprétation personnelle. 78 nous dit les présidents de la République nomment les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Dans cette disposition ici, vous n'avez pas entendu parler des partis politiques ou des regroupements. Il n'y a rien. Il y a juste la majorité. Et puis, le deuxième alinéa dit, si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Et puis suit les dispositions qui statuent sur les modalités. 30 jours, une fois, et puis 2 fois 30 jours. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, restons sur les premiers alinéas qu'on n'a pas encore vidés. Et Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC, a réuni, à la suite des élections, tous les chefs des regroupements, tous les présidents des regroupements, pour voir et établir cette majorité, sa majorité. Et c'est comme ça qu'on doit constater la majorité en question par rapport à la Constitution? Bien sûr, il n'y a pas une modalité qu'on a dit, il n'y a pas une comptabilité autre que celle-là. C'est un mouvement politique, là on est dans une démarche purement politique pour souscrivant à la loi. Bien, il fait la première démarche. Il rassure tout le monde, on dit mais ce n'est pas suffisant, il faut s'assurer qu'effectivement tous les députés élus provisoirement sont d'avis qu'effectivement ils vont rentrer dans cette majorité-là. Il faut qu'eux-mêmes puissent décider, qu'on ne décide pas à leur place par leur chef. Voilà. Deuxième séance à Kingakati, j'y étais, heureusement. Et tout le monde a souscrit au fait qu'ils appartiennent à cette famille politique, le FCC, en couchant leur nom et tout ça. Et le monde entier a regardé, effectivement, il avait cette majorité. J'ai fait un lien très rapide avec l'idée de la convention entre les CACH et le FCC par rapport à la coalition. Qui avait reconnu qu'il n'avait pas la majorité, par conséquent, qui s'est référé au FCC
pour faire coalition avec. Voyez-vous? Donc ce qui fait que c'est clair et net. On a une majorité identifiée sous l'autorité de Joseph Kabila, coordonnée aujourd'hui par le professeur Mulania, avec tous les chefs de parti et tous les députés qui ont souscrit. J'ai vu certains députés qui disaient qu'ils n'étaient pas FCC et tout ça. Ils étaient les premiers à faire des photos, à accepter qu'effectivement ils faisaient partie de cette majorité. Voyez-vous? Donc ça, de ce côté-là, c'est clair et net, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait que le Premier ministre n'est toujours pas nommé? Voilà, mais maintenant, l'histoire du Premier ministre. Lorsque les formateurs organisent son gouvernement et qu'il est désigné en tant que tel, qu'il est Premier ministre avec son gouvernement, il faut l'établir avant de travailler. C'est devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale n'a pas encore finalisé son processus. Mais il peut être déjà nommé et faire des tractations, de contacter tel groupe pour la formation de son gouvernement. Il n'y a pas une et attendre oui, mais ça ne change, l'Assemblée. Ça ne change pas grand-chose. Du reste, les députés ont connu la validation de leur mandat. Oui, mais on n'a pas le bureau définitif, on n'a encore rien fini. Puisque vous savez que à l'heure où nous parlons... On ne doit pas s'éterniser là-bas parce qu'il y a trop de sujets d'actualité. Tout à fait. On peut s'arrêter là-dessus. En peu de mots, oui. Il y a plus ou moins 485 députés qui sont déjà là, provisoirement, puisqu'il y a... On attend Béni, Béniville, on attend Béni, Boutembo, mais on attend aussi les affaires qui sont en justice, en contentieux. Il y a 900 affaires en contentieux. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien... Mais apparemment, c'est comme le pays est bloqué, là. Ben non, mais écoutez, la loi impose à la Cour constitutionnelle, 2 mois après les élections, de pouvoir rendre son verdict. C'est la loi. Il ne fallait pas la faire comme ça, mais c'est comme ça. Donc ce qui fait qu'il faut attendre que ces contentieux soient vidés à la Cour constitutionnelle. Ainsi, on aura une Assemblée nationale confectionnée sur base de la loi et reconnue en tant que telle de manière définitive. Ce n'est pas encore le cas. On n'a pas non plus le bureau. Ce n'est pas encore le cas. Alors vous voulez aller vite en besogne alors que vous faites des lois auxquelles vous devez vous soumettre. Donc, si vous bien comprendre, Maître dit que pour qu'on nomme déjà un Premier ministre, il faut attendre l'Assemblée. Non, pas forcément attendre l'Assemblée. Il peut être nommé et puis voilà. Je pense que l'option Premier ministre est tout à fait ouverte. Mais ça serait quelque part fantaisiste parce que vous le nommez, il va faire quoi? Il va tourner en rond. Il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas encore l'autorisation du peuple congolais qui est l'Assemblée nationale. Il ne peut pas travailler. Donc finalement, on fait quasiment, on tourne en rond. Je sais qu'on a besoin comme ça d'avoir des photographies des premiers ministres, du gouvernement et tout ça, ça fait beau, mais ça ne fait pas droit. Ça ne fait pas règle de gestion. Ça fait beau, ça ne fait pas droit, ça ne fait pas règle de gestion, dit Maître. Vous savez que ça donne la nostalgie aux certains ministres qui ont opté pour l'Assemblée nationale, en démissionnant du gouvernement. On le voit à la télé chez nous ici, ils ont reçu des gens au cabinet pour dire au revoir. Combien de revoir on aura vu? Ça fait pas bien, ça fait pas beau à voir, vous voyez? Les gens quittent pas le cabinet, ils démissionnent, ils choisissent l'Assemblée, on les voit dans les cabinets. Finalement, on est dans quel état là? On ne comprend plus. Non, mais ça dépend. Il y a vous les juristes, vous ne nous aidez pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui peuvent être opérationnels. Malheureusement, on a toujours peur de pouvoir les mettre en mouvement. Oui. Et très souvent, quand on a connu ça dans les années 70 ou début des années 80, lorsque un gouvernement était démissionnaire, on pouvait gérer les affaires courantes par les secrétaires généraux. Bon, mais maintenant, on a un problème de choix. C'est une option. Vous choisissez l'Assemblée ou vous restez au gouvernement? Mais non, c'est la loi qui fixe. Mais alors? La loi fixe comment ça. On peut occuper les deux postes à la fois, ça? Non, c'est-à-dire que les affaires courantes sont pilotées par les ministres encore qui sont là. Qui ont choisi l'Assemblée. Qui ont choisi l'Assemblée, mais il aurait été intéressant. C'est quel système, moi, je donne une option. J'ai dit, il aurait été intéressant plutôt qu'on puisse laisser les secrétaires généraux gérer et que les autres se mettent à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas pour rien, les secrétaires généraux sont là. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais qui doit décider de cette façon? Il appartient à ceux qui doivent décider. Qui est-ce? Non, vous êtes là pour répondre à nos questions, mais vous ne devez pas me mettre des réserves ici. Il faut interroger la loi. L'opinion a besoin de toutes ces réponses. Il faut interroger la loi. Parce que vous trouvez que c'est vraiment la majorité des Kabila qui est là et vous ne pouvez pas critiquer? Pour l'instant, me semble... Non, c'est pas ça. Pour l'instant, me semble-t-il, la question doit être posée au Conseil d'État. C'est au Conseil d'État de répondre si effectivement par rapport à la nouvelle nomenclature ou aux nouvelles règles, aux nouvelles règles, on peut faire partir tous ces ministres, laisser seulement les secrétaires généraux travailler. Donc il appartient au Conseil d'État aujourd'hui qui est déjà établi à pouvoir répondre à cette question. Mais il faut le Conseil d'État agissait, nous attendons votre réaction juste après cette émission. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de ministres qui ont demandé à ce qu'on puisse leur dire, qu'ils soient éclairés par le Conseil d'État par rapport à ça. Donc c'est en cours, je pense que d'ici peut-être 2-3 jours, on aura
une suite, un éclairage. Vous savez qu'on met en difficulté les étudiants en droit dans toutes les universités de la République. Revenons à nos différents sujets. L'ensemble de Moïse Katumbi quitte l'AMCA et soutient le président Félix Antoine Tshisekedi. Et la déclaration a été faite par Pierre Lumbi, l'un des porte-parole, je ne me trompe pas. Et votre réaction, rapidement? Bon, quitter la Mouka ou être dans la Mouka, bon. Mais il y a eu des conditions et des préalables qu'ils ont dit aussi. Oui, mais conditions et préalables par rapport à qui? Face à qui? Mais non, qui s'adresse à qui? Il faut ça, il faut ça. Il faut ça par rapport à quoi? Non, mais écoutez, on est en train de rêver là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une autorité de droit divin qui dit voilà, je vais faire ceci, il me faut ceci. Mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Ils disent qu'il faut libérer les prisonniers politiques. On revient dans cette histoire de prisonniers politiques. Non. Ils acceptent de soutenir le président actuel. En quelle qualité? Libérer les présidents politiques. Prisonniers. Monsieur Apo, mais en quelle qualité? En tant que Congolais, en tant qu'homme politique. C'est-à-dire, je ne peux pas le refuser, c'est je peux me lever au matin à dire en tant que Congolais, en tant que politique. Là, c'est l'AMCA. C'est ensemble qui quitte l'AMCA. Oui, mais alors, vous savez, soyons un peu plus pragmatiques et plus pratiques. Allez-y. Les Congos ont connu l'élection il n'y a pas très longtemps, les élections il n'y a pas très longtemps. Il s'avère que ces élections, donc le peuple congolais a consacré, a donné entre les mains du FCC la gestion gouvernementale, donc l'Assemblée nationale, donc gestion gouvernementale, et d'établir les règles, de légiférer, a donné ça au FCC. Il s'avère que le peuple congolais a donné à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la gestion de la République. Donc s'il y a des gens qui peuvent agir au nom du peuple congolais, c'est à la fois M. Félix Tshisekedi Tshilombo et le FCC à travers l'Assemblée nationale. Ce sont ceux-là à qui on a donné mandat par le peuple congolais. Et personne d'autre, malheureusement. Personne d'autre. Sortons du star system. On doit sortir de là. Au motif que quelqu'un est célèbre, il a droit de pouvoir modifier les règles de la République. Il a droit de pouvoir dénaturer, cracher sur la volonté de la population qui a décidé en âme et conscience que nous confions la gestion du pays entre les mains de Tshisekedi et nous confions la gestion du gouvernement entre les mains du FCC. Et voulez-vous sincèrement opposer la volonté du peuple à la volonté de ces gens-là? Il y a un problème. Alors en ce moment-là, on tomberait dans ce que Michel Onfray, la définition qui est celle de Michel Onfray, qui dit ceux qui veulent prendre le pouvoir de cette façon-là considèrent le peuple comme étant l'entité sur laquelle s'applique le pouvoir. Donc le peuple n'a pas le pouvoir. Or la RDC a consacré le fait que le peuple a le pouvoir. Et par conséquent, un peu de respect, le peuple a décidé et nous devons tous souscrire à l'idée qui est celle-là d'accepter et de faire ce que le peuple a dit. Ça s'arrête là. Donc ce qui fait que les considérations que vous me présentez sont des allégations d'amusement fantaisiste pour des gens qui, après avoir fait une tentative de putsch ou autre chose... l'élégance politique quand même. Ce sont des grands hommes politiques qui décident de quitter la Mouka. Non, mais écoutez... Ils disent, celui qui a été opposant comme nous, bon, voilà, on le rejoint pour le soutenir, et que s'il peut faire ça, je ne vois pas de mal à ça. Monsieur Apoipa. Oui, je vous en prie. Connaissant votre doigté, je vais vous donner une information, vous êtes dans les secrets de l'enseignement. Voltaire a fait un tour en Angleterre pendant une période. Il a écrit ça dans la lettre philosophique. Oui. On lui a posé la question, enfin il a posé la question, lui a posé la question aux Anglais, c'est qui les grands hommes? Vous avez cité les grands hommes, c'est qui les grands hommes chez vous? Les Anglais lui ont produit chez nous, les grands hommes, ce n'est ni Cromwell, ni les rois. Les grands hommes, ce sont les gens comme Darwin, comme Hobbes, comme Locke, qui ont pour vocation d'éclairer les autres, sans rien demander en retour. C'est ça les grands hommes. Alors qu'en RDC aujourd'hui, vous consacrez ces titres aux gens qui ont été célèbres par des mécanismes souvent très douteux. Beaucoup sont passés par la guerre, qui vous en souviennent. Oui. Donc ils sont devenus grands hommes grâce à la guerre. Et dans tout ça, vous n'épinglez à aucun moment toutes les victimes des guerres qu'on a connues, des années 2000, toutes les victimes des viols notamment, toutes les victimes de la rapacité notamment des maisons qui sont portées et disparues, qui appartiennent à certaines personnes. Tout ça, on n'en parle pas. On ne parle que des célébrités. Cette célébrité est tirée de quoi exactement? C'est ça la question qu'il faut poser. Elle est tirée de quoi? De quelle autorité? Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut qu'on relativise dans ce pays, qu'on puisse considérer que les grands hommes, c'est celui qui éclaire les autres, qui respecte les règles, qui est investi du triptyque socratique, raison, vertu, bonheur. Ok, je ne veux pas engager un débat avec vous, je suis journaliste sur ce plateau. Une autre question qui, d'après aujourd'hui,
la chronique politique. C'est la déclaration du Monseigneur Monsengo, qui se trouvait en Belgique, si je ne me trompe pas, au moins que je m'abuse. Il parle de beaucoup de choses, entre autres que Tshisekedi aurait dû laisser Fayoulou prendre sa victoire. Et voilà ce que ça amène aujourd'hui pour les pays. Apparemment, nous ne sommes pas d'accord avec la victoire de Félix Tshisekedi. Il demande la vérité des urnes. Autant que Fayoulou. Je suis catholique. J'ai énormément de respect pour ces messieurs. Le cardinal Monsengo. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, un travers plus un travers, ça fausse même la belle perspective. Je l'ai dit sur un plateau occidental, TV5 pour ne pas nommer, lorsqu'on m'a posé la question sur ces insultes, hein, les médiocres doivent dégager, souvenez-vous. La réponse était simple. Lorsqu'on est détenteur ou on est dépositaire de la parole publique, on doit s'y retenir de certains mots, de certains comportements. Ces messieurs, à un certain âge, un bagage intellectuel le plus élevé, un des plus élevés de la République. Mais apparemment, ils ne travaillent pas pour la RDC, ils travaillent pour d'autres personnes. Parce que quand on travaille pour la RDC, après 12,5 millions de morts des mains coupées, après la mort de Lumumba, qui a gagné les élections, qui a été tué par les Belges et les Américains, tout le monde le sait aujourd'hui, ça admis. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, après la dictature des 32 ans, prise en charge plutôt par toute l'Europe, après les massacres de l'Est à plus ou moins 6 millions d'individus, s'arroger les droits de créer encore des tensions internes, je pense que c'est une faiblesse d'approche. Je m'arrêterai là. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a des sujets majeurs qui touchent le Vatican et l'Église catholique. L'Église catholique est impliquée dans des choses abominables sur la planète. La troisième personnalité de l'Église catholique a été condamnée. L'Église catholique demande pardon dans le monde entier. Et la RDC, on a encore cette ouverture d'esprit à ne pas parler de ça. Imaginez-vous un seul instant, comme j'ai entendu de manière assez salace sur un plateau, quelqu'un dire, oui, mais s'ils demandent la vérité des urnes, on va leur demander aussi la vérité du lit. Vous voyez ce que ça veut dire? Vers où on va? Je pense qu'on doit sortir de ce type de comportement, de ce type de propos, pour revenir à la raison. La raison chez nous est établie par les règles. La Cour constitutionnelle a parlé, c'est terminé. Le monde entier a entériné, c'est terminé. Maintenant, on passe au travail. L'unité du peuple congolais passe par ce genre de choses. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pousser à la déflagration. Voilà, hier c'était la Mouka, il n'y a plus la Mouka. C'est ensemble. Quand les gens commencent à se ressaisir, même si je peux critiquer de manière politique ce qu'ils disent... Mais il y a un point positif quand même. Il y a un point positif, ils se sont ressaisis, oui. Ils ont acté, et maintenant ils tentent une opération un peu de séduction, et tout en pensant qu'ils ont l'autorité de le faire, alors qu'ils ne l'ont pas. Donc on peut le comprendre. Mais en même temps, c'est quand même un peu du bon sens, c'est-à-dire c'est un texte qui est teinté d'un peu de bon sens. La raison, c'est pas mauvais. Voilà. Donc je parle, ces bons sens-là, on doit quand même les mettre en perspective. Quand ils disent qu'ils reconnaissent que Tshisekedi est président, c'est du bon sens. Et par conséquent, je salue. Maintenant, quand ils y ajoutent tous ces commentaires, tout ça, il n'y a aucun intérêt. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, on venait de faire un petit tour sur l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Pardon, on n'a pas touché le monde. On aurait dû en parler, mais il faut du temps, on ne sera pas touché les grands problèmes politiques internationaux qui brillent aujourd'hui à travers le monde, peut-être prochainement avec les mêmes invités. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission. Laissez-moi saluer d'abord la dame. Bonjour à toi, Kapinga. Merci également, Higuette, d'être sur ce plateau à observer comment on fait cette émission avec cet éminent avocat. Merci à vous. Merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous prennent en cours cette émission dont on parle. Nous recevons Maître Guillaume Mangello, qui est un analyste politique également. La deuxième partie est consacrée sur la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Dialogue, ajustement raisonnable, c'est l'ouvrage que Maître Mangello nous offre, nous, peuple congolais, pourquoi pas le peuple du monde, mais également le peuple congolais de la diaspora. Je vous invite à acheter ces livres, à les lire, à voir la pensée profonde et pertinente de l'auteur. Fidèles téléspectateurs, c'est le reflet que renvoie le miroir de la raison à tout Congolais.
Ce texte est un chant qui rappelle sans cesse la nécessité de s'arc-bouter sur les triptyques raison, vertu, bonheur. Comme dit Nietzsche dans Euthyomo, ce livre est né de la plus secrète abondance de la vérité, puis inépuisablement où nul saut ne descend sans remonter à la surface, débordant d'or et de bonté. Il exige à tout lecteur une autopsie sans concession. Le chien errant ou l'errance canine apparaît dans la construction du moins dévenant et de Wabi comme un empêchement insurmontable pour ouvrir la voie à quelques ajustements. Il part du principe que l'errance canine est d'une certaine façon la castration des sens et surtout de l'intelligence, si ce n'est finalement qu'un appétit, qu'on spiritualise, qu'on embellit et qu'on divinise, comme disait Nietzsche. Les chiens errants sont les percusseurs des passions contemporaines congolaises pour les basses satisfactions. Dans cette mesure, ils participent à l'empoisonnement de la santé et ruinent tous nos espoirs d'atteindre la grande santé. Voilà en quelques mots les textes, sinon les synopsis, comme on dit dans les cinémas, de cet ouvrage combien important. Guillaume, un petit mot par rapport à ce que je venais de lire. Un petit mot, c'est une petite synthèse qui reprend l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est la révolte métaphysique, c'est-à-dire que agir en âme et conscience, en regard de la raison, et non en regard des passions contemporaines. C'est un mot, c'est un concept qui est tiré d'un des livres de Pascal Boniface, qui est un chercheur français, et qui consiste en ceci que les gens suivent les mouvements. Vous savez, en RDC aujourd'hui, on est dans les commerces de l'hilarité, du rire, de la bêtise, de l'invective. Au plus on insulte, au plus on applaudit. Et on va dans un mouvement, c'est important, et se poser la question, c'est quoi ce mouvement? Parce j'aime Apo, donc je cours après lui, ce qui fait est bon pour moi, sans savoir si effectivement c'est raisonnable ou pas. Donc c'est un peu ça. Et on a les règnes canins qui est évoqué dans ce texte, qui est une formulation conceptuelle qui est la mienne, qui consiste à dire que les comportements qu'on observe dans la société congolaise n'est pas raisonnable. Et ça depuis très longtemps et dans tous les compartiments. Qu'on soit en politique, il faut voir les invectives, les comportements, les tripatouillages, les tricheries, la corruption. Les manques des classes. Les vices qui remplacent les vertus. Donc vous avez ça dans la classe politique, vous avez à un degré encore plus élevé, éventuellement je peux dire, au niveau de vos services à vous, des médias. J'aurais souhaité avoir un peu, dans les médias congolais, des médias comme Mediapart, qui enquête, qui évalue, qui pose des questions, qui fait quasiment des réquisitions pour vérifier certaines choses et tout ça. Il n'y en a pas. L'environnement nous empêche aussi de bien faire ce travail aussi. Eh ben oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que chacun dans son domaine, chaque strate de la société a une excuse. Vous dites l'environnement, les autres diront autre chose, ainsi de suite. Vous descendez, vous allez dans le domaine musical, c'est-à-dire ce qui fait les buzz, c'est quel musicien est contre quel musicien, et ça, tous les plateaux sont en train d'attendre, les insanités qui sont chantées. Ils se rentrent dedans. Dans le théâtre, c'est la même chose. Dans les églises, c'est aujourd'hui l'apologie de la bêtise. Et vous le savez, tel pasteur est plus puissant que l'autre, il a une plus grosse voiture, il y a plus d'adeptes qui y vont, donc plus des clients, si on veut, parce qu'il ne s'agit pas d'adeptes, il s'agit des gens qui viennent déverser leur misère, de sorte à ce que lui puisse encaisser. Il s'agit de ça. Quelle est cette société? C'est ça le problème, c'est la question qui Wabia, qui est, c'est lui, le personnage clé de ce texte, pose. Mais qui sommes-nous pour être complètement dans cette situation-là? Et
Un début de réponse vient en disant, mais on a un problème d'identification. Qui sommes-nous? Lorsqu'on sait qui on est et qu'on évalue sa vraie valeur, en ce moment-là, on met en musique d'abord sa valeur, on tient compte de cette valeur-là, qu'on en partage. Être congolais, c'est quoi? Les textes ici annoncent ce qui viendra par la suite, parce qu'après ces textes, je ferai un autre qui s'appellera Les épîtres intempestives aux descendants de mes coupés. Alors, dans les épîtres intempestives aux descendants de mes coupés, j'annoncerai exactement la terminologie qui correspond à la congolité. Je l'ai annoncé dans mon premier texte, Ma Nation. Je l'ai encore plus macéré, élaboré pour le présenter prochainement dans les épîtres. Donc, la révolte métaphysique, c'est une sorte d'annonce déjà par rapport à ce qui viendra par la suite. Donc, chaque texte annonce les suivants. J'ai eu une opportunité extraordinaire de travailler sur ces textes avec le professeur Kamana. Oui. Celui qui a préfacé l'ouvrage. Qui a préfacé. Il a tellement aimé l'ouvrage qu'il a déjà mis au programme, avant même sa sortie. Il est déjà au programme. De l'enseignement. De l'enseignement. De ses enseignements, en fait. Oui. Donc, c'est l'éminent professeur Kamana, c'est un des grands philosophes érudits et savants dans le domaine, qui aujourd'hui considère que mon travail, c'est un travail de qualité, et par conséquent, il met ça à l'enseignement. Donc, la question qui se pose, on ne la retrouve même pas, on n'a pas de réponse dans notre hymne national. Nous sommes congolais, pourquoi? Ici, on a la réponse précaire. Dans ces textes, la Constitution. Dans la Constitution. C'est précaire. Nous sommes congolais parce que nous étions dans l'espace, appelés, machin, tout ça. Peut-être l'année 60. C'est pas ça, être congolais. Qui doivent déterminer cette identité. Sinon l'afficher. Les penseurs doivent faire leur travail. Les philosophes et les historiens doivent faire leur travail. Un début de réponse. Nous avons été des entités éparses. Congo, Luba, Kuba, Chokwe, tout ça. N'est-ce pas? On n'était pas un même pays. On nous a mis ensemble pour créer un marché international, appelé État indépendant du Congo. Et on a donné le tutorat à un certain Léopold II, belge. Alors, au terme de ce processus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces messieurs s'est mis à pouvoir massacrer la population pour obtenir pour son caoutchouc. Parce que Dunlop venait de découvrir qu'on pouvait fabriquer les pneus et modifier la configuration, la machinerie à l'époque, et tout ça, l'industrie automobile, bénéficiait de cette facilité pour rouler. De 25 millions d'habitants dans cet espace appelé État indépendant du Congo, en 1885, on a chuté à 12 millions en 1903. Les premiers génocides, et qui a fait que cette frayeur qui a été mise en exergue par les anglophones pour l'essentiel, qui a fait qu'on puisse passer de l'État indépendant du Congo à nous consacrer, à nous donner un État maintenant en tant que Congolais. L'acquisition, les devenir Congolais part de là. Je suis de l'espace Lunda, je n'ai rien à voir avec les Congos ni avec les autres. Les ciments qui me lient au Lunda, ou plutôt au Congo, au Chokwe, au Ngala et autres, c'est les ciments du génocide léopoldien. Il aurait fallu que ces ciments-là apparaissent dans nos écoles, dans la Constitution. Depuis la nuit, c'est-à-dire que depuis le début de la petite enfance, que chaque enfant qui va à maternelle se dise, l'enfant qui est à côté de moi ici, nous sommes tous descendants des mains coupées. Et en ce moment-là, lorsqu'on va tenter de faire une opération vers l'extérieur du pays, aller chercher de l'aide, il faut qu'on sache que la direction dans laquelle on part, et très souvent c'est la Belgique, ce sont eux qui ont fait ça. On s'y retiendrait. Ça serait une honte extraordinaire. Voyez-vous, je ne sais pas la déclaration de Monsengo l'a fait où exactement. Ça doit être en Belgique, si je me trompe. Voyez-vous, comme par hasard, tout se passe en Belgique. On continue comme si de rien n'était. Et ça pose un problème de compréhension de ce que nous sommes. Moudimba appelle ça l'archéologie de l'être. La généalogie de ce que nous sommes. Quand on a compris ça, on fait les choses autrement. Donc, mais malheureusement, les textes les rappellent aussi, c'est qu'on n'a jamais eu des ministères de la culture. Non. Là, je suis de même avis. Voilà. Je l'ai écrit un jour, les gens ne m'ont pas compris. On n'a jamais eu le ministère de la culture. Moins encore un ministre de la culture. Monsieur Apo, pensez-vous que Monsieur Malraux, qui fait partie des tout premiers ministres de la culture de la planète, parce que ça a été institué en France par De Gaulle, était là pour s'occuper des musiciens? Non. Non.
Non. Les lettres, l'art majeur, la philosophie et les lettres. C'est ça. C'est pas pour s'occuper des musiciens, on confond tout. C'est la structuration d'une civilisation. C'est l'âme d'un peuple. Mais il s'agit de ça. On est dans la confusion totale. Ah oui. Ça doit être le plus grand ministère de la République. Tout à fait. Parce que quand on vous lance à la figure, scandale géologique et tout ça, c'est n'importe quoi. Que vaut le scandale géologique par rapport à l'intelligence? D'abord l'intelligence, le scandale par la suite. Il faut faire... Parce que l'intelligence permettra de transformer ce qui existe. Parlant des transformations, savez-vous par exemple que la RDC, qui est le premier producteur du monde du cobalt, à un moment donné avait atteint pour une tonne plus ou moins 120 000 $, la tonne de cobalt. Cette tonne de cobalt, lorsque les GAFA prennent ça entre leurs mains, ils injectent l'intelligence. La tonne achetée à 120 000 produit 1 milliard $. Voilà. Alors, entre vous qui avez les scandales géologiques et eux qui ont l'intelligence, qui gagne? Alors, vous voulez investir dans l'hymne au scandale géologique ou l'hymne à l'intelligence? Moi, je suis un apologiste de l'intelligence. Tout à fait. Je milite pour l'intelligence et la mettre en perspective. Nous sommes le seul pays qui a une instruction très élevée, des gens très instruits, mais qui n'a pas des grandes bibliothèques et qui n'a pas d'éditeurs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'éditeur en RDC. C'est-à-dire chaque écrivain doit... Pour l'harmattan à tout moment. Mais l'harmattan, c'est une publication. vaste blague. Ah oui, voilà. C'est accepter la servitude volontaire, c'est soumettre à l'autorité étrangère jusqu'au bout. Vous prenez vos textes, vous les soumettez à d'autres personnes, alors que ce sont des choses qui doivent commencer par être macérées par la population. Vous-même, à l'interne même. Vous qui avez touché un peu au secteur musical, qui connaissez comment ça fonctionne. Oui. On prend l'argent, on donne aux musiciens, on ne peut pas prendre l'argent donné à un écrivain. Ils ne feront pas. Les gens comme Kamana et autres doivent vivre de subventions qui viennent d'ailleurs, mais pas de la RDC. C'est pas normal. C'est pas normal. Moudimbe est très vieux et retraité. Il n'y a aucune rue qui porte son nom dans ce pays. Un des 5 meilleurs philosophes de ces 50 dernières années. Il est congolais. Il a enseigné à Stanford. Il a eu la chaire de philosophie. On n'en parlait pas. Il n'y a pas de prix littéraire en RDC. Comment voulez-vous que les enfants ne se tournent pas vers la musique? Comment voulez-vous que les enfants ne se tournent pas vers le vol, vers l'amusement? Comment voulez-vous que la raison puisse l'emporter si jamais il n'y a pas des outils de la raison qui sont mis en perspective, qui sont consacrés, célébrés? On ne célèbre pas l'intelligence dans ce pays. C'est un grand problème parce qu'on n'a jamais eu des ministères de la culture. Un grand ministre de la culture. On n'a pas, je clôture là-dessus. On n'attend pas qu'il sache quel musicien fait ceci ou cela, son état marche comment et tout ça. Un grand ministre de la Justice, on doit lui poser des questions. Et plutôt de la culture. Et Kamana a parlé du mythe d'Inakale. Ça veut dire quoi? Moudim a parlé de l'archéologie, de ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Il est censé pouvoir répondre à ces questions-là. Il est censé nous produire un grand prix littéraire et faire en sorte qu'on puisse célébrer l'intelligence et en faire l'apologie. Malheureusement, nous naviguons en vue parce que tout simplement, on n'a pas été dans la bonne direction et c'est ça la bonne direction. Il faut changer de fusil d'épaule. Le livre est intéressant. Le tableau peint, je pense que chacun de nous se sent coupable et responsable de la situation. Devrons-nous continuer dans cet état des choses? Je doute. L'évaluation de la congolité, ce que vous faites. Mais les causes, vous ne vous demandez pas pourquoi cette léthargie de la part des Congolais que nous sommes? Pourquoi négliger par exemple le secteur de l'éducation qui pouvait produire des produits finis de l'intelligence amenant à transformer la société? Pourquoi la médiocrité remplace la méritocratie, l'excellence même, je dirais? Pourquoi les vices remplacent les vertus? Guillaume. Lorsque vous avez une société obsolescente dans sa substance, qui considère que lire Moudimbe, lire Ngal, lire Kamana, les mettre en perspective, les célébrer, n'a aucun intérêt. Regardez les émissions qui passent, qui parlent de l'intelligence, comparez l'audimat avec celles qui portent sur les insultes. Les insultes l'emportent à 1000%. T'es loin. Quand vous avez 200 vues sur l'intelligence, vous avez 50 000 vues sur les insultes. Voyez-vous, c'est ça. Ce qui n'est pas normal. C'est une société obsolescente. Je pense que c'était la période Ming, si je ne m'abuse pas, où
un empereur chinois voulait écraser une population voisine pour occuper les terres. Et son conseiller lui a dit, mais non, ce n'est pas nécessaire de faire ça comme ça, on va perdre de l'énergie et de l'argent. Tout ce qu'il faut retirer, c'est l'éducation. Ils vont s'abrutir et se soumettront. Et voilà. Nous sommes dans ça actuellement. Vous voyez, il y a à l'Assemblée nationale les gens qui supposés ont été élus provisoirement, qui hier encore étaient spécialisés dans l'invective et avaient un chapelet d'insultes en poche et pouvaient dérouler comme ça, jeter à qui voulait les recevoir. Ils sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils représentent le peuple. C'est la volonté du peuple. Voilà la qualité des députés. Donc, on arrive à ce niveau-là des représentations. Mais c'est le même peuple qui les vote. Oui, mais les peuples abrutis ne votent que à la hauteur de ce qu'il a mesure de voter. Parce que si vous l'avez nourri de ces éléments-là, pour lui, c'est ça la vie. Donc, l'élite, l'intellectuel congolais n'a pas fait son travail à ce niveau-là. Non. Il a même dénaturé son travail. L'intellectuel a pour mission d'orienter la société. Phare de la société. Mais oui, mais malheureusement, Héraclite nous dit, et je répète sans cesse, les savoirs, c'est un soleil qui illumine ceux qui les reçoivent. Or, quand vous êtes dans un endroit où vous ne recevez plus du soleil, vous êtes dans l'obscurité totale et vous ne pouvez pas évoluer. Donc voilà un peu la situation. La congolité n'est possible. Si vous et moi sommes conscients qu'effectivement nous sommes descendants des mains coupées, on aura difficile à se faire du mal ou à accepter qu'un intrus vienne vous pousser à me faire du mal ou me pousser à vous faire du mal. J'ai beaucoup de questions, franchement. L'errance canine, oui. Un mot sur ça, mais également la passion triste au profit de sentiments heureux. Oui, effectivement. Bon, l'errance canine, c'est ce qu'on a compartimenté. Les gens qui ne travaillent pas par rapport à la raison, qui travaillent par rapport à la passion. Et très souvent, c'est la passion triste. Vous avez dit ici que les chefs de l'État, on les rappelait par ses anciens amis, que comme opposant, il avait dit ceci, c'est là, il devait le faire. Ça s'appelle les passions tristes, le ressentiment, la haine, la vengeance. Un homme d'État n'est pas là-dedans, il est dans autre chose. Et par conséquent, me semble-t-il, c'est ça, en fait, l'illustration parfaite de la passion triste. C'est Spinoza qui lance ça. Et les passions contemporaines qui sont aujourd'hui d'actualité de Pascal Boniface que j'ai déterminé ici. Donc j'avais aussi noté l'idée de la centralité. Ah oui, la centralité, c'est parfait. La centralité, ça c'est quelque chose, ça c'est mon invention personnelle. Oui. La RDC a connu la centralité 3 fois et maintenant dans la 3e centralité en fait. La première centralité, c'est les caoutchoucs. Le centre du monde était la RDC parce que la RDC fournissait à toute la planète les caoutchoucs nécessaires pour l'industrie automobile. Et ça lui a coûté 12 millions de morts. Un génocide, plus de 12 millions. La 2e centralité, c'est l'uranium, qui a permis de stopper la guerre mondiale avec les 2 bombes frappées sur le Japon, Nagasaki et Hiroshima. C'est congolais. Encore les centres du monde. Coltan. Aujourd'hui, les coltans dans la partie est et les cobalt, qui a fait qu'on ait autant de massacres. Mais la centralité ici prend une ampleur encore plus importante dans la mesure où tous les pays de l'OPEP qui produisent les moyens de l'énergie pour circuler seront remplacés tous par la RDC. La RDC va produire le cobalt qui sera l'énergie de demain. La France arrête avec les diesels en 2023, donc dans 5 ans, et doit se tourner vers la RDC pour avoir du cobalt et mettre dans ses véhicules. C'est pour ça que M. Le Drian est sorti les premiers pour contredire l'issue électorale, alors qu'on n'a rien à voir avec la France, avec un investissement en RDC en 2010 qui était à hauteur de 5 millions d'euros. Je ne vois pas très bien en quoi la France intervient en RDC pour quoi que ce soit, pour réclamer quoi que ce soit. Dans la mesure d'ailleurs où les élections ont été organisées sur fonds propres. Donc la France n'avait rien à y faire. Mais simplement la France, soucieuse d'obtenir gratuitement ces cobaltes pour son industrie automobile, était prête à foutre les feux, excusez du terme, à la RDC pour faire en sorte qu'on crée des caïdas contrôlables. Ils l'ont fait de toute façon avec la Libye. Ils ont tenté l'opération en RDC. Mais Dieu est congolais. Dieu est congolais. Malheureusement, ça ne va pas survenir de cette façon-là. D'accord. On ne peut pas terminer comme ça. On est presque à la fin de l'émission. Que faire?
Et je mets un accent sur le ministère de la Culture qu'on donne à une personne capable de nous créer la conscience nationale, l'identité, la participation et la vraie cohésion. Pas la cohésion des politiciens qui est animée de beaucoup d'hypocrisie. Je parle de la vraie. La vraie. Parce que la culture, quand on dit, c'est l'essentiel de tout ce qui reste après avoir tout oublié. Ça dit de l'essentiel d'un peuple et la valeur de ce peuple-là. Je ne suis pas invité. Et je pose cette question-là. Que faire? Un grand ministère de la culture qui doit être érigé en min-état au minimum, sinon en vice-primature. Les socles de ce que nous sommes. La célébration et la réhabilitation des mains coupées. C'est capital. Je suis malheureux d'apprendre que les Nations Unies ont organisé une enquête en Belgique pour aller faire tomber les statuts d'un dictateur nommé Léopold II, alors qu'en RDC, on ne fait rien. Je suis très malheureux par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est un premier acte. Il faut que chaque enfant congolais, quand il se lève au matin, qu'il ait comme modèle Moudimbe, Kamana, quelqu'un qui produit pour la société, pour les bien-être de la société, pas seulement l'amusement. L'amusement est nécessaire du temps ancien et du temps. Mais ça ne doit pas prendre toute une place si importante comme ça dans une société, ce n'est plus normal. C'est-à-dire qu'après la science, après la raison, il y a un temps de repos et d'amusement. Okay. Donc l'agora s'ouvre à la danse et au sport. Mais le reste du temps, on philosophe pour construire la société. Oui. Qu'on donne la place à la pensée, à l'organisation sociale normale. Que les stars de ces pays soient les Moudimbe. Que Dieu soit consacré dans ce sens-là, pas dans le sens d'enrichir certaines personnes aujourd'hui qui se disent pasteurs, tout ça, c'est la paresse. Oui, c'est la Donc, paresse. On ne doit pas célébrer la paresse, non. On doit célébrer l'intelligence. Je dis que c'est facile de pouvoir instaurer un prix, on va terminer par là. Un prix littéraire. On aura un deuxième numéro de plus ou moins $1 million en ponctionnant ne fût-ce que 50 francs sur la bière. On peut donner au premier d'entre nous, ceux qui pensent, qui produisent pour la République, $1 million, et ça fera des émules dans la population. Les gens ne regarderaient pas la musique, ni le sport ou autre chose. Ça sera d'abord l'art majeur qui est la science et la pensée. La poésie peut être utilisée dans tout ce que nous faisons pourvu que celui qui nous écoute comprenne l'essence et la quintessence dans une circonstance donnée, pour une communauté donnée, pour un espace donné. La RDC, changeons de fusil d'épaule, de telles émissions ne seront pas tellement suivies par les enfants. Ils attendent la musique et autres. Attention, le monde a été construit par une idée. Tour Eiffel que vous voyez, c'est une idée. Encourageons ceux qui ont des idées. Remettons cette fois-ci le peuple au milieu de tout. Et ces peuples-là, il faut le responsabiliser dans le travail qui combattent la paresse. Qu'on oublie un peu la bière, les femmes et les églises, l'opium du peuple. Cherchons à raisonner. Il n'est pas digne qu'à un tel pays, ça devient des slogans richesse. Mais qu'avons-nous fait? Que faisons-nous de ces richesses? Ayons-nous la capacité de transformer? Oh, quel ouvrage! Je vous invite. À quand le baptême de cet ouvrage? Le 16 mars, de 14h à 17h, au Showbuzz, juste en face de la MONUSCO, sur le boulevard. Enfin, c'est le boulevard Munjiba ou bien l'avenue Munjiba. Là, on est Munjiba. En compagnie de l'éminent érudit Kamana en personne sera à mes côtés pour pouvoir présenter ce texte. Merci bien. Ngal, j'ai participé à Lubumbashi lorsque le professeur Wich Mulongo l'immortalisait. J'étais invité à Lubumbashi pour ça. Un homme de culture. Merci à Péché Moudmunga qui a réalisé cette émission. Merci à Maître Manjolo. Merci à vous. Que le plaisir a été pour nous de recevoir. Merci à vous. Nous invitons la jeunesse à suivre cette émission. Merci aux deux dames. Kapinga Laetitia, ainsi que Gate, caméra humaine, mais nous l'avions forcé de venir sur le plateau, n'est-ce pas?